J'ai entendu quand même plusieurs mots-clés. La peur, on en a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure aussi. Il y a la question aussi de la peur de l'erreur ou de l'échec, qui est un point important aussi. Et puis on a beaucoup parlé de mutation, d'hybridation, de métamorphose, qui évidemment est la caractéristique de l'époque. Et face à ces phénomènes, eh bien, j'imagine que vous partagez aussi ce constat. On s'aperçoit qu'il n'y a plus tellement de place pour le doute. Il y a de la certitude partout. Il n'y a plus tellement de place pour le débat. Il y a de l'affrontement partout. Il n'y a plus tellement de place pour la complexité. Il y a des tentatives de simplification à tous les étages. Et alors, c'est intéressant parce que notre prochain intervenant, lui, face à cette question du doute, face à cette question de la complexité, face à cette question du débat, face aussi à la question de la rationalité qui perd de plus en plus pied face aux croyances, lui ne considère pas que ces mots sont des mots tièdes. Parce que c'est vrai, quand on entend le doute, la complexité, ou même la nuance, ces mots peuvent apparaître tièdes à nos oreilles. Alors il est journaliste, il est essayiste, c'est un fin analyste des questions politiques depuis une vingtaine d'années, je ne veux pas dire plus de 20 ans, une vingtaine d'années, on a à peu près le même âge. Son dernier livre est une invitation à réhabiliter ce qu'il appelle le courage de la nuance. Le courage de la nuance, qui peut être potentiellement un paradoxe. Je vous laisse avec Jean Birenbaum. Merci. Bien. Vous m'entendez? Bonjour. Je suis très content de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Est-ce qu'en 2032, parce qu'apparemment c'était ça le sujet, l'horizon c'est 2032, est-ce qu'en 2032 on aura enfin le courage, non pas seulement de la nuance, mais le courage de voir ce qu'on a sous les yeux? Est-ce qu'en 2032 on saura enfin, tout à l'heure Gabriel Alperne parlait de passer à côté du réel, est-ce qu'en 2032 on saura enfin reconnaître ce qui crève les yeux et que pourtant on a si souvent beaucoup de mal à nommer, tout simplement à nommer? C'est la question que j'ai envie de poser avec vous ce matin pour décaler un peu le propos de la nuance tel que Michel le développait à l'instant. Et c'est en même temps poser la question de la nuance, parce que c'est poser la question de la nuance en tant que foudroyante lucidité, enfin en tant que nécessaire lucidité et que capacité à adopter un regard qui se libère parce qu'il accepte enfin, justement, de nommer, d'admettre, de reconnaître le réel dans sa diversité, dans son pluralisme, dans ses hybridations, dans ses contradictions aussi. Et pour vous donner une image toute bête de ce que peut recouvrir une telle prise de conscience ou un tel événement visuel, je voudrais partir de cette image d'un tableau que vous adorez, que vous êtes allé voir 10 fois, 100 fois au musée, et que vous croyez donc connaître par cœur sur le bout des doigts, jusqu'au jour où une amie, un ami vous montre avec une carte postale ou une image, un courrier, vous montre un détail de ce tableau et vous dit regarde, ça c'est un détail du tableau, de ton tableau préféré, chéri, que tu aimes tant, etc. Et au début, vous voyez aucun rapport entre les deux. Et puis vous y regardez de plus près, et puis au bout d'un moment, effectivement, en faisant un effort, vous voyez le lien. Et soudain, c'est un phénomène intéressant, soudain, ce détail, ce petit détail, vient éclairer d'une lumière absolument inédite le tableau tout entier. Il reste encore à nommer la façon dont le tableau est reconfiguré. Il reste à l'admettre, à mettre des mots dessus. Et vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, je vais citer beaucoup d'auteurs, pardon, c'est mon métier. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain chrétien, Charles Péguy, qui est mort au front pendant la Grande Guerre, et quelques années avant de mourir, il a dit ceci, il a dit « Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Il faut toujours voir ce que l'on voit. C'est pas évident. » Et donc, je voudrais, là, pendant quelques minutes, nommer quelques drôles d'animaux, quelques auteurs, quelques figures,
qui ont eu ce courage-là, qui ont juste réussi à voir ce qu'ils voyaient, à nommer ce qu'ils voyaient, et qui s'en sont pris plein la gueule à cause de ça, bien souvent. Et pour ça, je voudrais commencer par un auteur qui était un grand admirateur de Charles Péguy, justement, qui était lui aussi un ancien poilu de 14-18, pardon, je remonte à un temps presque néolithique. Et cet auteur, c'est Georges Bernanos. Georges Bernanos, comme vous savez, qui était un grand écrivain chrétien, qu'on cataloguerait aujourd'hui vraiment, voilà, on parlait des gens incasables, lui, il avait une case, enfin on le mettrait à la droite de la droite de la droite aujourd'hui, je pense. Dans les années 30, il a cassé la gueule à plein de jeunes bénédictries des SOS racistes, enfin un peu les lointains ancêtres, sur les Champs-Élysées. Il a fait de la prison pour avoir cassé la figure de plein de gens à la canne, comme il faisait, parce qu'il était membre de l'Action française. Donc c'était un militant royaliste, mais d'abord un homme de foi, un chrétien. Et c'est quelqu'un qui a été capable, presque seul contre tous, justement de convertir son regard. Et vous allez voir que sa prise de conscience, son insurrection politique, spirituelle, a été d'abord une conversion, une insurrection du regard. À un moment qui n'était pas n'importe lequel, un moment qui a été vraiment un moment de cisaille comme ça au XXe siècle, a été le laboratoire de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs et du totalitarisme, etc. C'est la guerre d'Espagne. Il y a eu un livre, d'ailleurs, il y a quelques années, très beau, d'un chercheur de Montpellier, enfin de Toulouse plutôt, sur la façon dont la guerre d'Espagne a complètement obligé toute la scène intellectuelle et politique française à se mobiliser avec des phénomènes de polarisation épouvantables et très très violents. Et donc Bernanos, un peu par hasard, pour des questions de fric, en fait il n'avait pas un centime, s'est trouvé, parce que c'était plus facile de vivre là-bas, à Majorque. Il avait emmené sa famille à Majorque, et au moment où le coup d'État de Franco est déclenché, eh bien, il est là, il le voit sous ses yeux, à son balcon, et au départ, il est plutôt sympathisant, parce qu'il est militant royaliste, il est de cette famille-là, et son fils s'engage d'ailleurs dans la phalange, dans les troupes d'élite de ce mouvement, et il regarde ça avec beaucoup de tendresse. Ils se disent, voilà, des gens qui vont en finir avec le communisme, qui vont empêcher le communisme de s'installer en Espagne et en Europe, au-delà, et puis qui vont restaurer le pouvoir de l'Église. Donc au début, Bernanos applaudit des deux mains. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'il part de là, et tout d'un coup, il va se retourner contre lui-même, contre son propre camp aussi, et il va être très seul. Parce qu'en fait, se retournant contre son propre camp, il va se le mettre à dos, mais étant tellement lui-même catalogué à la droite de la droite, la gauche ne va pas non plus le louper. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être, il va écrire ce grand pamphlet qui s'appelle « Les grands cimetières sous la Lune », que vous avez peut-être lu, qui est un des grands livres du XXe siècle. Et on pourrait faire une étude de ce livre en faisant juste une sorte de relevé de tout le champ lexical, comme on disait quand on était cuistre, de tous les mots qui se rapportent à la question justement des yeux, du regard, de la conversion du regard. Bernanos a sous les yeux donc une guerre atroce, une guerre civile, des crimes épouvantables qui sont commis au nom de ce qu'il a de plus cher au monde, c'est-à-dire la foi chrétienne. Et il dit, voilà, il faut voir, il faut comprendre. Il est dur de voir s'avilir sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer. C'est une de ces formules que je trouve les plus belles. Parce que lui, en tant que chrétien radical, dont toute l'espérance est investie dans cette foi, ne supporte pas que les massacres soient commis sous ses yeux entre deux rafales de mitraillettes et entre deux bénédictions avec des prêtres aux bottes ensanglantées, comme il les décrit si bien. Et donc, il va se retourner. Il va voir, il va regarder. Il dit, évidemment, dans ce texte, il s'adresse à ses lecteurs, il dit, évidemment, cela vous coûte à lire. Sachez que pour moi, ça a été beaucoup plus dur à écrire et surtout à voir. Donc, voilà, je ne vais pas multiplier les citations, on pourrait vraiment traverser tout ce livre à travers le simple lexique du regard. Mais je voudrais simplement finir sur Bernanos par une scène que je trouve bouleversante et très emblématique, qui est à nouveau du côté des yeux. C'est que Bernanos, s'il a pu se retourner contre son propre camp et contre lui-même d'abord, c'est que c'est quelqu'un qui, en tant que chrétien, il n'était pas psychanalyste, mais il s'intéressait beaucoup à Freud et à la psychanalyse. C'est quelqu'un qui, en tant que chrétien, eh bien, était très attentif aux mauvaises pulsions qui nous traversent, au fait qu'il faut toujours se méfier de soi-même, qu'on n'est pas maître de soi, qu'un geste n'est pas transparent à lui-même, qu'on ne sait pas toujours ce qu'on dit, pas toujours ce qu'on fait, etc. Il parle des eaux boueuses et vénéneuses de l'âme. Et donc,
il est très attentif à ça. Et il y a une scène où il s'interrompt dans son texte, il se met à douter de lui-même, il se met à douter même plus généralement de la littérature, une scène où il est en train de décrire des massacres atroces, comme ça, le ballet des postures obscènes, l'acharnement sur les corps, et puis il s'interrompt, parce que tout d'un coup, il prend conscience que peut-être il n'est pas en train d'éveiller les consciences ou d'ouvrir les yeux de ses lecteurs, mais simplement de les faire, au contraire, de les faire jouir de façon abjecte. Et donc, bon là, je ne connais pas cette citation par cœur, je voulais vous la lire parce qu'elle est très importante pour moi. Il dit « Malheureusement, le public aime les horreurs. Et lorsqu'on veut parler à son âme, il est préférable de ne pas donner le jardin des supplices pour cadre à cet entretien. Sous peine de voir, justement, de voir naître peu à peu dans les yeux rêveurs tout autre chose qu'un sentiment d'indignation, ou même qu'un sentiment tout court. Retirez les mains de vos poches, mes enfants. Voilà, retirez les mains de vos poches. Ça veut dire, j'essaie de vous ouvrir les yeux et vous êtes en train de vous branler là avec ce que je vous décris. Et c'est épouvantable, ça n'est pas l'effet recherché. Et cette prise de conscience que Bernanos appelle de ses voeux, cette scène que je viens de vous décrire, où il s'interrompt et où il flippe de l'effet de ces mots, eh bien, je l'associe presque sauvagement, presque spontanément, comme chez le psychanalyste, je parlais de Freud à l'instant, à une autre scène qui se rapporte à un autre Georges, un autre écrivain antitotalitaire, qui s'est aussi retourné contre son propre camp, et également pendant la guerre d'Espagne. Et cet autre Georges, c'est George Orwell, dont vous savez qu'il était également en Espagne. Comme Bernanos, il était à la fois écrivain, il était tout à fait hybride, à la fois écrivain, journaliste, militant, plein d'espérance. Et exactement de la même manière que Bernanos avait aperçu dans le beau tableau qui était le sien au départ, quand il était en Espagne, c'est le tableau d'une insurrection spirituelle chrétienne contre la barbarie communiste, Bernanos avait aperçu très vite des détails gênants, des ombres sinistres, des taches sanglantes même. Et bien de la même manière, donc, George Orwell va découvrir que le tableau qu'il avait sous les yeux, qui était le symétrique inversé, enfin le symétrique c'était pour lui un tableau socialiste, eh bien était ça allait se compliquer. Il va lui aussi apercevoir des détails tout à fait gênants. Et parmi les moments qui marquent tout ça, il y a une scène où il est au milieu des poux, il passe son temps à se gratter, il a froid, il caille, il est sur le front, un fusil à la main, puisqu'il se bat un fusil à la main, et en même temps il le décrit avec beaucoup de... C'est très drôle, parce qu'il raconte que son fusil ne marche pas, que ils ont un matériel pourri, enfin, que c'est assez rocambolesque et foireux. Et à un moment donné, il est sur le front, et il voit, un matin comme ça, il voit une silhouette au loin qui passe, et c'est un messager du camp ennemi. Et donc il le met en joue, il met en joue ce corps comme ça, qui est un peu... et c'est un messager. Et puis tout d'un coup, au moment où il s'apprête à tirer, il voit que le soldat en question perd son froc, il perd son pantalon. Et donc Orwell dit, mais je suis venu là pour combattre les fascistes, les franquistes soutenus par les fascistes de Mussolini et les nazis d'Hitler, et je me retrouve avec un mec qui perd son pantalon là en face de moi, et il baisse son arme. Et ça fait partie des scènes qui marquent le retournement de conscience, l'insurrection aussi personnelle, intime d'Orwell, parallèle à celle de Bernanos, parce que Orwell, peu à peu, qui dans son livre qui lui s'appelle « Hommage à la Catalogne », qui est sublime, qui est vraiment un reportage magnifique, ce livre commence par, au début, il décrit ce tableau idyllique. Ça commence par Barcelone qui naît au socialisme, tout le monde qui est en salopette bleue, tout le monde qui se dit tu, camarade, etc. Comme tout à l'heure, tu as dit camarade en parlant du camarade derrière toi. Et donc, il décrit un tableau idyllique. Et puis, peu à peu, à nouveau, pareil, il voit des détails épouvantables, il voit des choses, des mensonges, des crimes dans son propre camp. Et il va essayer, lui aussi, de se tenir sur la corde raide. C'est le thème, justement, de la nuance qui n'est pas quelque chose de tiède. C'est le thème d'une nuance qui est pas le juste milieu, le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais qui est simplement de se tenir sur la corde raide, de prendre le réel dans sa complexité et de refuser de ne pas voir ce qu'il y a à voir. Et donc Orwell refuse de ne pas voir les crimes de son propre camp, il refuse de ne pas dénoncer la propagande et les mensonges, notamment des militants staliniens, de l'internationale communiste, qui arrivent et qui non seulement évidemment se battent contre les franquistes, mais qui aussi passent leur temps à épurer le camp républicain et à tuer tous les dissidents, les trotskistes, les anarchistes, etc. Et Orwell le décrit magnifiquement. Donc, pour Orwell aussi,
il y a ce moment comme ça de conversion du regard qui débouche sur une dénonciation, là, très claire, de la façon dont cette propagande vient figer les mots. C'est le terrain qui lui permet ensuite de construire son grand roman antitotalitaire, 1984, et avec cette fameuse novlangue. La novlangue, chez Orwell, c'est cette langue propagandiste dont il dit qu'elle est composée de mots qui ne permettent même plus d'exprimer la moindre nuance, qu'on ne peut même plus dire quelque chose qui relève de la nuance quand on est pris dans cette novlangue. Hein, ce sont ces mots, une langue débarrassée de toute nuance. Et pour parler de cette langue-là, de cette novlangue, je voudrais vous citer un troisième auteur qui l'a déconstruite, qui en a exploré la matière verbale, qui allait la débusquer, y compris dans les publicités, dans tout le vocabulaire politique, dans le poujadisme, dans tout un tas de choses qui nous sont familières aujourd'hui. Et cet auteur, c'est Roland Barthes. Roland Barthes, alors là on passe un peu à une époque un peu postérieure, mais pour désigner la parole figée comme ça, la parole durcie, dure comme un bloc de préjugés, eh bien, il utilise un terme que je trouve assez beau, enfin, un terme de la cybernétique, dit-il, c'est le terme de brique, le terme de la brique. Pour lui, il invente un adjectif, il fait de néologisme, il dit qu'un discours est briqué quand ce discours-là est pris totalement dans le préjugé, quand les gens coïncident avec leurs propres clichés, font bloc et collent à leurs préjugés. Et donc, je me suis amusé à construire une petite dialectique que Barthes ne formule jamais, mais de la brique et de la bouffée de langage. Parce que vous savez que dans ce livre mythique qu'on a tous plagié ou pompé pour envoyer des cartes postales amoureuses ou des courriers amoureux qui s'appellent les fragments d'un discours amoureux, il parle de la bouffée de langage, la bouffée de langage du discours amoureux. Et c'est intéressant parce qu'on peut construire une petite opposition comme ça. D'un côté, vous avez le langage, la parole chancelante, ouverte, qui doute de l'amoureux, c'est la bouffée de langage. Et de l'autre, vous avez la parole de l'idéologue militant, du bourgeois bien-pensant ou du militant stalinien ou autre, qui relève de la brique. Et ce discours briqué, comme il dit, Barthes ne l'a pas rencontré en Espagne, il était trop jeune pour être sur le front espagnol, mais il l'a rencontré en Chine. Hein, vous savez qu'il est parti, il était déjà assez connu, etc. Il avait déjà publié des livres importants, et il part avec une délégation d'intellectuels français, très fans les uns les autres de Mao Tse-tung. Donc il y a Philippe Solers, il y a Julia Kristeva, il y a plein de beau monde. Et ils arrivent en Chine, et partout on les accueille avec des grandes banderoles, dans les villages, dans les usines, on leur dit bienvenue, on leur montre le socialisme, on leur montre à quel point c'est formidable, efficace, juste, digne et fun. Et Barthes est pris de malaise, plus en plus, parce c'est quelqu'un qui physiquement, lui il arrive aussi avec un préjugé très favorable, il est plutôt sympathisant, il trouve ça plutôt chouette, mais même plus que chouette, mais physiquement, parce que c'est quelqu'un dont le corps est plein de capteurs comme ça à l'égard justement des briques et du langage figé et vénéneux, peu à peu, il se met vraiment il se sent mal, il le dit, il est pris de nausée, il a mal au crâne, et il prend des notes, et c'est à nouveau une question de couleur, c'est une question de couleur, j'avais annoncé ça dès le départ, il fait plein de petits croquis, il dessine les scènes qu'il vit dans telle usine, dans telle école, dans tel village, et il décrit une double panne, une panne de l'écriture, il dit que j'arrive plus à écrire, et vous savez que pour Barthes, c'est très intéressant, parce que pour Barthes, ce qui est garant de la nuance, c'est justement la littérature. Il dit toujours « vivre selon la nuance, c'est vivre selon la littérature ». La littérature, quand elle se déploie vraiment, quand elle vient d'une impulsion sincère et physiquement puissante, forcément, elle vient déjouer, dit Barthes, elle vient déjouer tous les manichéismes, tout ce qui réduit le monde au noir et au blanc, à un affrontement entre l'ami et l'ennemi, etc., etc. Et donc, Barthes n'arrive plus à écrire. Barthes dit qu'il n'y a pas de littérature possible là où il est, il n'y a pas de nuance non plus possible dans ce milieu qu'il découvre, qui a l'air tellement souriant, mais qui est en fait tellement figé et violent et autoritaire. Et donc, la première panne, c'est la panne de l'écriture. La deuxième panne, c'est la panne sexuelle. Barthes dit très clairement qu'il n'a plus aucun désir. Et il y a une formule où il résume bien les choses, c'est vraiment quelques mots comme ça dans ses carnets, où il met juste entre guillemets « aucun mouvement du sexe ». Voilà. Plus aucun mouvement du sexe en Chine. Barthes considère qu'il n'y a plus ni littérature, ni désir possible là où il se trouve. Et là aussi, j'associe
à la question des couleurs. Vous savez que, par opposition à ce monde en noir et blanc si violent et si figé que Barthes découvre en Chine, eh bien, il y a le monde de l'enfance. On parlait d'enfant tout à l'heure. Il y a le monde de l'enfance. Barthes décrivait dans ses mémoires, enfin, un peu partout dans ses textes, la petite cabane dans laquelle il est resté perché quand il était petit, dans le sud-ouest, dans la lumière du sud-ouest, et il décrit magnifiquement les couleurs. C'est une cabane où il était là avec des papillons, il écrivait, il dessinait, il lisait, etc. Et puis à l'autre bout de sa vie, il y a le moment où sa mère meurt, où il écrit ce livre génial qu'il faut absolument lire, qui s'appelle Journal de deuil, et qui est un livre où il prend des notes pendant la mort de sa mère, au moment où sa mère est en train de mourir. Et il y a un passage de ce livre que j'associe, je suis peut-être bêtement à tout ce que je suis en train de dire là, mais où il dit « J'entends encore la voix de maman qui me conseille de mettre un peu de couleur ». Et la question de la couleur est centrale chez Barthes, comme elle est centrale chez Bernanos et chez Orwell, pour dire voilà, nous refusons un monde en noir et blanc. On pourrait la retrouver aussi chez Albert Camus qui disait si bien à quel point la nuance, ce n'était pas quelque chose de tiède, qui disait la démesure, la radicalité, c'est toujours un confort, parfois c'est une carrière, mais ça n'est jamais un courage. Il disait au contraire, c'est être équilibré, c'est se tenir sur la corde raide, voir le réel dans ses complexités, qui est le vrai courage et même une espèce d'héroïsme de l'incertitude, pour parler comme Raymond Aron. Mais fondamentalement, je voulais finir sur cette question de la couleur. Parler du courage de la nuance, c'est parler de gens qui ont donc tenu à voir ce qu'ils avaient sous les yeux. Et ce n'est pas si facile, parce qu'à chaque fois, les uns et les autres se sont retrouvés totalement isolés, parce que refuser de décrire le monde en noir et blanc, c'est forcément se mettre à dos les fanatiques de toutes les couleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois, et ça sera ma conclusion, à chaque fois que vous faites l'effort, mais ce n'est pas seulement un effort, c'est d'ailleurs assez mystérieux, je ne sais pas d'où ça vient. J'essaie un peu dans mon bouquin de parler du rapport à l'amitié, de la frontalité douce et nécessaire dans le rapport à l'amitié, de la franchise, de cette franchise hardie, presque désespérée dont parlait Bernanos. J'essaie de parler de l'humour, la question de la blague, etc. Enfin, j'essaie de voir toutes les expériences ordinaires, très simples, dans lesquelles s'enracine ce courage de la nuance qui n'advient pas à tout le monde. Et on a tous des expériences en réunion, dans les différents lieux où on bosse ou ailleurs, des expériences où on est tous autour d'une table, où on sait que pour commencer à dire quelque chose d'un peu sérieux et d'un peu juste sur le sujet qu'on est en train d'aborder, il faudrait nommer tel enjeu, et en gros, tout le monde ferme sa gueule. Personne ne le dit, et parfois, quelqu'un envoie un texto à l'autre en disant « Est-ce que tu pourrais le dire toi ? Moi, j'ai pas envie, etc. » Et ça, en fait, c'est mon sujet. Mais le sujet, en dernière instance, c'est, pour résumer sur Bernanos, Orwell et Barthes, là, c'est quand vous refusez de voir le monde en noir et blanc, quand vous vous prenez dans la gueule les fanatiques de toutes les couleurs, eh bien, ce qui vous arrive toujours, c'est d'être accusé de faire le jeu de. Voilà, de faire le jeu de. Bernanos a été accusé, parce qu'il dénonçait les crimes franquistes, les crimes fascistes, etc., de faire le jeu des communistes et de la barbarie anarchiste, etc. Ça, c'était dans sa famille. On lui a dit « Mais tu déconnes complètement. Bien sûr que ce que tu vois est vrai et ce que tu vois est le réel. Mais si tu le dis, attention, attention, tu fais le jeu de. » Et Orwell a été exactement dans le même cas. Évidemment qu'on a dit, mais bien sûr qu'il y a des crimes dans le camp républicain ou anarchiste, bien sûr qu'il y a de la propagande, bien sûr qu'il y a de l'épuration et qu'il y a des militants staliniens qui se baladent un peu partout pour tirer des balles dans la nuque de quelques dissidents. Mais attention, si tu le dis maintenant, tu vas faire le jeu de l'adverse partie, etc. On peut, évidemment, on a l'air de parler du néolithique, mais on sait très bien que ça, c'est notre présent, c'est notre contemporain, c'est tous les jours, en permanence, et c'est de plus en plus depuis quelques années. Moi, si j'écris ce livre, c'est parce que j'avais le sentiment, comme le dit Camus, d'étouffer parmi les gens qui pensent avoir absolument raison, mais c'est aussi parce que je ressentais physiquement cette petite auto-intimidation même de « attention, si tu décris là ce que tu as sous les yeux, tu vas faire le jeu de qui tu sais, etc. etc. » Et peut-être qu'on va en reparler pendant la discussion. Mais je me dis que ça peut être, voilà, puisqu'on n'a pas vraiment tiré, parce que c'est une des grandes leçons du XXe siècle, totalitaire, que être accusé de faire le jeu de et fermer sa gueule parce qu'on va être accusé de ça, ça ne peut pas être quelque chose de constructif. Une des grandes leçons, et on peut se dire, voilà, d'ici 2032, ça peut être un moyen de bosser ensemble pour se dire comment on va faire pour tirer les conséquences de cette règle-là. Une des grandes leçons, c'est de se dire, ben voilà, aucune cause n'est assez belle, assez juste, assez forte pour qu'au nom de cette cause,
on accepte de taire le réel, d'occulter ce qu'on a sous les yeux, de peur de faire le jeu de telle idéologie, de telle ou telle idéologie funeste. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon, je vais passer, j'imagine que vous avez des commentaires, des questions. Moi, j'en ai une. C'est le privilège d'être présent. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour toi, une figure, une personnalité qui incarne cette nuance, cette recherche, à part toi, évidemment. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a une? C'est une question qui n'est pas facile parce que, par exemple, on m'a dit « mais tu cites que des auteurs morts ». C'est vrai. ce qui est un problème. Bon, moi j'ai eu la chance de connaître Jacques Derrida à la fin de sa vie. Il est mort en 2004, il est quand même mort, le pauvre. C'est quelqu'un qui avait ce courage-là. En tout cas, il avait une capacité il nous a transmis une manière de rôder comme ça, de faire 1000 détours, de se balader. Il avait une espèce de politique de la diversion et de l'indirect qui était en fait hyper frontale. Et donc il avait une capacité à nommer les choses après parfois de détours un peu relous, mais qui était quand même super féconde. Aujourd'hui, c'est triste, mais je pense, moi j'ai écrit ce livre parce que justement, on voit bien que la scène intellectuelle et la scène médiatique telle qu'elle est en ce moment, elle est envahie par des gens qui font beaucoup de bruit et qui ne sont pas de ce côté-là. Donc forcément, les gens auxquels je pense spontanément, qui sont du côté d'un certain courage de la nuance, c'est des gens qui sont plutôt dans le silence et qui chialent dans leur pieu le soir tout seuls. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui est à la fois connu parce qu'il est un des rares intellectuels français à avoir eu le prix Adorno, qui est le plus grand prix qu'on puisse avoir pour un intellectuel dans le monde, mais que peu de gens connaissent et peu de gens lisent, c'est Georges Didier Huberman, qui est d'ailleurs un spécialiste de l'image. C'est la spécialité du regard. Il a fait ce livre notamment qui s'appelle « Peuple en armes, peuple en larmes », et c'est quelqu'un qui fait plein d'expos de photos, etc. Il n'est pas très connu, mais j'ai fait un petit transfert sur lui récemment. et je trouve qu'il fait partie des rares intellectuels que je lis aujourd'hui, qui me donnent ce courage-là, et dont je pense qu'ils peuvent le donner à tout le monde. Parce que sinon, évidemment, la scène politique et la scène intellectuelle telle qu'elle est, elle est squattée par des gens qui sont dans une sorte de surenchère un peu obscène de la radicalité cheap ou du radical chic, comme on peut l'appeler. Voilà.